Il est tout juste midi, bienvenue dans le 12-13, voici les titres de cette édition. La colère des médecins urgentistes de Dreux en Eure-et-Loire. 11 médecins urgentistes de l'hôpital ont décidé de frapper fort en présentant leur démission. Ils dénoncent toujours la dégradation permanente des conditions de travail. Nous serons sur place dans un instant avec Nicolas Eddy, médecin urgentiste. La vague de froid installée dans la région, moins 6 degrés dans le Cher, moins 5 dans l'Indre. Certaines préfectures ont renforcé leur dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence. C'est le cas de la préfecture d'Indre-et-Loire où 35 lits supplémentaires ont été ouverts la nuit dernière à Tours. Nous avons suivi une maraude la nuit dernière. Et puis la nouvelle campagne de recensement débutera le 19 janvier après-demain, un peu partout dans la région. Comment va-t-elle se dérouler? Combien d'agents sur le territoire? Mais aussi les derniers chiffres, augmentation de la population dans le Val-de-Loire, baisse dans le Berry. On en parlera avec notre invitée Yvonne Perrault, directrice INSEE Centre Val-de-Loire. Voilà pour le sommaire, mardi 17 janvier. Bonjour à tous. On commence avec ce coup de tonnerre à l'hôpital de Dreux pour dénoncer des problèmes récurrents qu'ils rencontrent depuis 1 an et demi. 11 médecins urgentistes ont décidé de frapper fort en présentant leur démission à la direction de l'hôpital. Une démission qui sera effective au 1er octobre. On retrouve en direct le docteur Nicolas Eddy. Vous êtes médecin urgentiste. Merci d'être avec nous. Avez-vous déposé officiellement votre démission à la direction de l'administration ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas uniquement une démission, c'est différentes modalités de départ, vu qu'on a tous des statuts différents, mais nous avons manifesté notre volonté de quitter le service des urgences au 1er octobre prochain, devant des conditions de travail qui sont intenables pour nous. Alors, précisément, ces conditions de travail, est-ce que vous pouvez les développer ? Comment au quotidien vous rencontrez ces difficultés ? Alors c'est avant tout un afflux de patients extrêmement important, mais ça comme beaucoup de services d'urgence, beaucoup de services d'urgence ont une difficulté, mais aussi un manque de lits, un manque de personnel, des personnels qui ont eu une réforme de leur temps de travail récemment qui leur pose d'énormes difficultés organisationnelles. Tous ces problèmes cumulés font que nous n'arrivons plus à subvenir au travail qu'on nous donne. Alors je crois que vous sortez d'une réunion exceptionnelle, vous avez été convoqué par la direction de l'hôpital. Qu'en est-il ressorti de cette réunion ? Cette réunion était très courte, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'exposer les choses. La directrice nous a convoqués pour avoir des explications. Il va être temps de se rencontrer plus posément avec la direction dans un second temps, mais là, cette réunion était trop courte et trop précipitée pour qu'on en tire quoi que ce soit. Vous, Nicolas Eddy, vous êtes médecin urgentiste depuis combien de temps au sein de l'hôpital de Dreux ? Moi, ça fait 5 ans que je suis médecin urgentiste à Dreux. On avait déjà manifesté, on s'était mis en grève en 2015, durant l'été 2015 pour montrer nos difficultés. Ça n'avait pas abouti à quoi que ce soit. Et maintenant on se retrouve là à être obligé de quitter le navire si les choses ne s'améliorent pas. Et vous êtes prêt à le faire, ce ne serait pas un simple effet d'annonce ? Non, du tout. À l'heure actuelle, les urgentistes sont recherchés de partout. On n'aura aucune difficulté à retrouver un poste. Donc non, nous, très clairement, là, les conditions sont vraiment trop difficiles pour qu'on puisse envisager de maintenir ne serait-ce que notre vie personnelle dans la complexité de notre travail. Ce n'est pas possible. On peut pas. C'est difficile de poursuivre et on est nombreux à vouloir partir. Il y a d'ailleurs eu 3 médecins qui sont partis à la fin de l'année dernière. Et effectivement, on l'annonce bien à l'avance pour que des mesures puissent être prises, mais si rien ne se fait, nous partirons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Eddy, dans ce journal. Je crois qu'également les infirmières manifestent à vos côtés aujourd'hui. Dans l'actualité, ce fait divers ce matin, un homme est décédé hier soir renversé par une voiture. Rue de Bourges à Olivet dans le Loiret, il a été percuté à hauteur d'un passage piéton. Victime d'un choc à la tête, cet homme de 83 ans est décédé sur place. La conductrice de la voiture qui l'a renversé est ce mardi matin en garde à vue. La vague de froid est donc arrivée en France et dans la région. Moins 6 degrés relevés dans le Cher, moins 5 dans l'Indre. Tous les départements de la région sont placés
en vigilance jaune. Certaines préfectures ont également renforcé leur dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence. C'est le cas de la préfecture d'Indre-et-Loire où 35 lits supplémentaires ont été ouverts la nuit dernière à Tours. Et l'une de nos équipes a suivi la maraude Garo-Kervokian avec Benjamin Bonte. Avec la baisse importante des températures et malgré l'ouverture de places d'hébergement supplémentaires, les maraudes restent toujours aussi présentes. Nous prenons le plus possible d'informations auprès de ces personnes pour vérifier qu'elles ne se mettent pas en danger. Notamment vérifier si elles ont des couvertures, si elles sont bien couvertes, ou par exemple se chercher avec elles, ou voir si elles n'ont pas un endroit où elles peuvent se mettre un peu à l'abri. À Tours, les maraudes sont assurées en alternance par la Croix-Rouge et l'entraide ouvrière. Mais depuis plusieurs semaines, les demandes se multiplient. Alors chaque soir, les bénévoles sont en contact permanent avec le SAMU pour trouver des solutions. Lui, le lutin, il est en train de cuver là, dans la gare. Là. Donc il faut que je revienne tout à l'heure le voir. Ouais. Pour faire un peu le point. Ok, d'accord. Bon, bah là, j'appelle l'accueil de nuit et puis je te rappelle après pour savoir si c'est accueil de nuit ou gymnase. D'accord, bah écoute, j'attends 5 minutes. Ça marche. Okay. À tout de suite. Comme un rituel, l'association reçoit durant sa tournée les appels des passants préoccupés par la situation. Elle tousse, donc j'ai trouvé qu'elle était malade, qu'elle n'était pas en bonne santé. Et puis elle envisageait de dormir dehors. Je lui ai posé quelques questions, elle m'a dit qu'elle dormait dehors de temps en temps ces derniers jours. Et donc avec le froid qui s'annonce, j'ai pensé que c'était plus judicieux de lui trouver un lieu d'hébergement. À Tours, la capacité d'hébergement pérenne est à 455 places. Mais quand les centres ou les accueils de nuit sont surchargés, les sans-abri sont emmenés dans un hôtel. Une solution temporaire qui ne durera qu'une nuit. Ce soir-là, toutes les personnes qui ont appelé le SAMU ont été prises en charge. Un mot à présent sur les conditions de circulation dans la région. Aucune difficulté particulière à relever ce matin malgré les températures négatives. Dans les communes rurales, les personnels de mairie s'activent pour rendre les chaussées et les voies cyclables moins glissantes. Arnaud Moreau, Grégoire Grichois. Plus de peur que de mal ce matin à Sainty, près d'Orléans. Le soleil qui se lève sur cette commune de 3200 habitants annonce un temps plutôt sec malgré le froid. Les équipes ont tout de même salé les petites rues, mais aussi les voies cyclables un peu glissantes. Un dispositif opérationnel tous les jours est bien rodé. On a des équipes qui commencent de bonne heure, notamment tout ce qui est service ménage aussi, tout ce qui est police municipale. Donc en fait, dès qu'on a l'information que ça risque d'être glissant ou que ça glisse, on déclenche l'intervention si nécessaire. Grâce à ces mesures préventives, entre autres, tout le monde circule bien dans la commune et aux alentours. Les commerces sont ouverts. Il a juste fallu s'armer de patience. Sur la nationale, il n'y a pas de souci. Après, dans les petites communes, c'est vrai qu'il faut faire attention. Vous venez d'une petite commune peut-être ? Oui, à 10 minutes d'ici. Donc là, ouais, on voit que c'est blanc sur les routes, donc il faut y aller tranquillement. Un peu d'inquiétude pour les jours à venir ? Je voudrais pas de neige, quoi. Ça serait plus compliqué dans notre région. Voilà. Mais pas de neige, mais sinon, non, pas d'inquiétude, ça devrait aller. La commune reste donc mobilisée. Outre le salage, un dispositif d'aide et de soutien aux personnes fragiles et isolées a été mis en place. Politique à présent, avec le premier tour de la primaire de la gauche dans 5 jours. Tous les soirs, nous recevons dans l'édition régionale du 19-20 l'un des principaux soutiens régionaux de chacun des 7 candidats. Hier, c'était Mélanie Fortier, conseillère régionale et présidente du Parti radical de gauche en Centre-Val de Loire, qui était l'invitée de Rebecca Benbourek. Elle est le soutien de Sylvia Pinel. On l'écoute. Nous avons un plan d'aide aux très petites entreprises, par exemple, qui font vivre tous nos territoires, et y compris les territoires ruraux. Nous avons aussi dans les propositions une volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas de désertification, notamment des services publics. Et donc l'aide, le soutien et le maintien des services publics au plus près de la population dans tous les territoires font partie des priorités du programme qu'elle défend. Elle a parlé, par exemple, des maisons de santé pluridisciplinaires. Elle l'a mis dans ses priorités sur le soutien qu'elle devra apporter et que les régions qui le font aujourd'hui, au-delà de leurs compétences, puissent être soutenues dans cette ambition-là. Et on continue de parler de politique dans la minute web du 12-13 avec cette polémique qui concerne le maire Les Républicains de Pithiviers. À l'occasion des vœux présentés, Philippe Nolan a utilisé l'expression d'autruche dandinante pour évoquer les récents manifestants opposés à la fermeture de la maternité. On en parle avec Elsa Cady. Elsa, cette expression employée par le maire de Pithiviers a été très relayée et bien sûr très commentée sur Facebook et Twitter.
Oui Benoît, c'est bien autruche dandinante que Philippe Noland a utilisé comme terme pour qualifier certaines personnes qui ont manifesté contre la fermeture de la maternité. Depuis, les internautes s'enflamment sur la toile. Un compte Twitter autruche dandinante a même été créé. Autre réaction, celle commune de la députée LR Marianne Dubois et du sénateur PS Jean-Pierre Sueur, qui affirment leur soutien au personnel de l'hôpital dans un communiqué. Enfin, sur Facebook, la photo du profil du collectif Gardons la maternité à Pithiviers a été changée pour « Je suis une autruche dandinante » en référence à « Je suis Charlie ». Bref, l'expression est devenue à la mode en quelques jours. Je vous propose de retrouver toutes ces informations sur notre site centre.france3.fr. Merci beaucoup Elsa. Vous pouvez bien sûr nous suivre également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On en vient à la nouvelle campagne de recensement qui va débuter après-demain un peu partout dans la région. On en parle avec notre invitée sur ce plateau, Yvonne Perrault. Vous êtes directrice INSEE Centre Val de Loire. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez tenu ce matin une conférence de presse pour présenter le dispositif 2017. Comment va se dérouler cette nouvelle campagne de recensement ? Cette campagne va commencer dans 48 heures, jeudi matin, dans les 35 grandes communes de la région et dans 354 autres communes de la région. Des agents recenseurs vont venir chez les habitants munis, comme chaque année, d'une carte tricolore. Et cette année, ils vont essentiellement leur proposer de répondre aux questions qui sont posées chaque année, une trentaine de questions. Alors combien d'agents par Internet. sur le territoire là Il y a 1000 personnes. 1000 personnes et il y a des superviseurs. Hein. Plus 21 personnes de la direction régionale de l'INSEE réparties sur l'ensemble de la région, 1000 superviseurs personnels des communes qui vont effectuer cette opération. Alors vous l'avez un petit peu abordé, mais comment peut-on être sûr que ce soit un agent recenseur et pas un imposteur qui vient frapper à notre porte ? C'est souvent la crainte de tous ceux qui nous regardent. Il y a plusieurs manières de vérifier l'identité de la personne. Elle se présente avec une carte tricolore qui porte sa photo, son nom. Les personnes qui auraient des doutes peuvent s'adresser à la mairie pour faire vérifier l'identité de cette personne. Alors il y a la campagne sur le terrain, mais il y a aussi la possibilité de faire le recensement sur Internet en nette hausse ces dernières années. Alors, dans la région, les habitants qui ont répondu l'an dernier au recensement ont répondu à peu près 4 sur 10 sur Internet. Donc, je pense que le système fonctionne maintenant assez bien. Ça permet à chacun de répondre plus vite. Les questions défilent plus vite, elles sont choisies en fonction des questions précédentes. On est orienté automatiquement. Et surtout, c'est beaucoup plus pratique. C'est ça que nous mettons en avant. Puisque lorsque j'habite la commune d'Orléans, mais que par exemple je travaille à Olivet, eh bien je peux le midi, à ma pause ou le soir, je peux répondre très rapidement par Internet. Juste un mot, la campagne physique ne s'arrêtera pas. Elle n'est pas prévue dans les prochaines années de s'arrêter pour le recensement. En tout cas, pour cette année, elle ne s'arrête pas. Mais c'est envisagé ? À ce stade, pas véritablement. D'accord. Pas véritablement. Un mot rapidement sur les précédents chiffres. 2009-2014, le Berry et les territoires ruraux de la région perdent des habitants. Ce sont les conclusions. En revanche, le Val-de-Loire gagne des habitants à Tours notamment et à Orléans. C'est ça. Alors il y a une tendance effectivement inverse, c'est-à-dire que dans le département du Loiret et celui de l'Indre-et-Loire, sur l'axe de la Loire, les territoires sont toujours dynamiques, attractifs pour de la population. Puisque chaque année, ils gagnent des habitants. C'est le cas particulièrement d'Orléans, qui gagne 3 fois plus d'habitants sur la dernière période de 5 ans que la moyenne nationale de la croissance démographique, ce qui est un résultat. L'autre chose qui est à mettre en avant sur les résultats de cette année, c'est que pour la première fois depuis une dizaine d'années, l'agglomération de Bourges cesse de perdre des habitants. Oui, ça c'est une nouveauté. Merci. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Yvonne Perrault d'avoir été avec nous en direct. Et j'ajoute que selon votre dernière enquête, 2% des actifs utilisent le vélo pour se rendre au travail. Oui. C'est un petit peu une nouveauté. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous dans ce journal. Un mot de cette vente de bijoux exceptionnelle qui s'est tenue à l'Hôtel Univers de Tours. Un collectionneur de coquetiers venu spécialement du Danemark a acheté 3 120 € un fragile exemplaire
En argent d'époque Louis XIV, les plus hauts prix ont été obtenus pour des pièces du XXe siècle. 12 000 € pour une ménagère d'époque Art déco. 254 000 € ont été réunis dimanche pour cette vente organisée par les commissaires-priseurs Rouillac. Le feuilleton de la semaine nous emmène dans les coulisses de la zoothérapie. Cette thérapie avec l'aide des animaux se développe un peu partout dans le monde, mais particulièrement au Canada. En France, la pratique a été introduite il y a une quinzaine d'années. Nous entrons dans l'univers de 3 personnes qui font de la médiation animale. Aujourd'hui, Christelle Chapetin et Charlie Krief sont allés à Tours à la rencontre de Nolwenn. Elle a commencé à former son lapin à l'automne dernier. Regardez. Alors du coup, pour venir dire bonjour à Lint, on signale sa présence avec sa main et après on le caresse. Lint, jeune lapin bélier, est en formation avec Nolwenn, monitrice éducatrice à Tours. Le travail a commencé à la mi-octobre. Tout ce qui est côté tactile, le papouiller, dans tous les sens, il n'y a aucun problème. On commence un peu le portage. Donc il se laisse aller un petit peu pour le portage, c'est encore un petit peu compliqué. On sait jamais. Hop. Petit Lint. Bah oui. Non, je te tiens, t'inquiète pas. Faut pas avoir peur. Bah voilà. Des séances de travail d'une vingtaine de minutes, 3 fois par jour, différentes approches pour travailler tout en s'amusant avec l'animal. Il est bientôt temps de passer à table. Là, je vais faire un petit peu de légumes en fait pour Lint, parce qu'autant il mange de la luzerne parce que ça apporte du calcium, donc c'est très important. Autant il faut aussi l'habituer à avoir une alimentation variée avec des légumes, avec des feuillages. Par rapport en fait à sa formation, en imaginant qu'on va travailler avec des enfants, on va pouvoir travailler le nom des aliments, on va pouvoir travailler de la manipulation fine en coupant les légumes. Et puis après, il y aura tout le côté tactile si Lint vient chercher dans la main de l'enfant l'aliment ou le jeu. Des aliments cachés dans une balle au lapin d'aller les chercher. Tu viens Lint ? Regarde. Ouh. Et pour Lint, c'est une grande première. Non. Ah oui. Bah oui, comme ça va rouler dedans. Bonjour! Nolwenn va aller progressivement avec Lint au foyer où elle travaille. Avant cela, exercice grandeur nature avec Enzo, 3 ans, le fils d'une amie. Il est plus attentionné et plus calme. Oui, parce qu'il faut dire que sinon, c'est pas ça. Et là, du coup, le lapin, ouais, ça l'apaise pas mal quand même. Et si durant cette séance, l'animal travaille, l'enfant aussi. Ça fait 3 là, t'es sûr? C'est bon? 1, 2, 3, 4. T'es sûr? Refais, j'ai pas vu moi. 1, 2, 3. Ah! C'est la fête aujourd'hui. Hein. La magie opère entre Enzo et Lint. La complicité s'installe. Notre lapin progresse dans sa formation. Allez, Jinko, tu viens? Allez! Eux sont formés et prêts à l'action. Falcor et Jinko, chien médiateur, à suivre dès demain. Demain, dans le 3e épisode de Christelle Chapetin et Charlie Krief. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations à la mi-journée. La colère des médecins urgentistes de l'hôpital de Dreux. 11 médecins ont décidé de frapper fort en présentant leur démission à l'administration. Ils dénoncent toujours la dégradation permanente des conditions de travail. La démission pourrait être effective au 1er octobre prochain. Ce n'est pas un effet d'annonce, selon le docteur Nicolas Eddy, qui était en direct avec nous. Et puis la vague de froid, avec notamment les conditions de circulation dans la région. Aucune difficulté particulière ce matin. Dans les communes rurales, comme ici à Sainty, les personnels de mairie s'activent pour rendre les chaussées et voies cyclables moins glissantes. C'est la fin de cette édition. À suivre, Émilie Tronen-Guyenne. Très bonne journée à tous.